RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Depuis plusieurs années, le problème de la vie chère dans les départements d'outre-mer est devenu une vraie équation à résoudre pour les gouvernements successifs. Plusieurs manifestations ont eu lieu en Guadeloupe et à la Martinique. Élie Domota, Pierre Angulaire pour les organisations syndicales en Guadeloupe et Rodrigue Petito pour la Martinique où la tension a été à son maximum dans ces deux départements d'outre-mer. 2024 a été intense à la Martinique avec le RPOAC qui n'a pas baissé les bras jusqu'à l'incarcération de son leader depuis libéré. Ce dimanche 30 mars à la mairie de Saint-Denis en région parisienne, nous sommes accueillis par plusieurs personnalités pour évoquer cette vie chère en Outre-mer avec la projection de films et une table ronde. Et nous aurons l'occasion de vous faire écouter dans ce reportage celles et ceux qui ont pris part à ce rendez-vous public. Mais avec nous, Guylaine Mondor, l'organisatrice. Guylaine Mondor, vous êtes présidente de Songé. Alors, pourquoi ce jour a été choisi justement ? Alors, nous avons décidé d'organiser cette table ronde et cette projection sur le thème de la vie chère dans le cadre de la vie, dans le cadre de la journée antiracisme solidaire, la quinzaine antiracisme solidaire. Voilà, excuse-moi. Oui, tu enchaînes directement. Oui, donc je recommence, voilà. Donc nous avons décidé d'organiser cette table ronde des projections sur le thème de la vie chère en Outre-mer dans le cadre de la quinzaine antiraciste et solidaire de Saint-Denis. Nous pensons que c'est un sujet important à aborder puisque avec tous les événements qui se sont passés aussi bien ici que là-bas, notamment les marches. Oui. Alors, Guylaine, justement, vous parlez de la quinzaine antiraciste et solidaire. Et les clubs de football aussi se sont associés à ce mouvement en France. Donc, il était normal aussi que vous puissiez prendre part, justement, pour tenter de régler ces problèmes de vie chère. Voilà. Alors nous, en fait, la table ronde, la projection, notre souhait, c'est de mettre en avant les militants, ceux qui sont en première ligne contre cette vie chère. Voilà. Donc c'est vraiment mettre les militants en avant. Voilà, donc pour cette table ronde, et c'est pour ça que nous avons invité donc bien sûr le RPRAC Martinique, qui est l'initiative de ce mouvement pour 2024-2025, mais le film de Martine Delumeau est sur la vie chère en 2009, parce que c'est un sujet malheureusement qui date depuis plusieurs années et qui ne se résout pas dans nos territoires, notamment l'inégalité. Et pour les sportifs, effectivement, vous en parlez. Donc nous avons invité Maggie Nestoré, qui est l'origine du clip où plus de 40 sportifs se sont réunis pour faire une vidéo pour justement dénoncer cette vie chère dans nos outre-mer. Oui, autre question, Guylaine. Qu'attendez-vous justement de monsieur Manuel Valls, qui est le nouveau ministre de l'Outre-mer? Il y a eu un projet de loi qui est en cours. Eh bien, on espère qu'enfin, nos attentes seront entendues, écoutées, puisque cette vie chère en Hexagone, elle est terrible, et en Outre-mer, il n'y a même pas de mots. Et c'est une question de dignité humaine, pour que chacun d'entre nous puisse tout simplement déjà pouvoir se nourrir, avoir moins de repas par jour, enfin pouvoir se nourrir, s'habiller et vivre dans son quotidien avec dignité et humanité. Donc cette discrimination, voilà, nous on le ressent comme une discrimination. Et deux autres questions pour terminer. On peut revenir sur les clips de Maggie Nestoré qui consiste à faire intervenir plusieurs sportifs de haut niveau qui sont connus.
Oui, donc voilà, donc c'est un clip, voilà, où il y a plusieurs sportifs qui dénoncent cette vie chère. Et il y a pas longtemps, donc vous avez pu entendre aussi Teddy Riner qui a donc poussé voilà, je dirais un coup de gueule voilà contre cette discrimination et que subissent nos territoires. Donc à quand l'égalité, à quand l'équité? Il s'agit vraiment d'un combat pour la dignité pour notre dignité et aussi donc cette vie chère, aussi les billets d'avion, puisque pour nous qui sommes ici, quand on veut retourner là-bas, les billets d'avion sont d'un prix exorbitant. Et une chose importante que je dois vous dire, c'est que Aude Goussard donc est avec nous, sera avec nous pour cette table ronde. Voilà, en présentiel. Et dernière question, les téléspectateurs voient Songer juste derrière nous. On peut dire un petit mot sur Songer, c'est quoi exactement? Que fait votre association? Quel est son but? Alors merci de me poser la question. Alors Songer, c'est une association mémorielle et culturelle. Donc que fait notre association? Eh bien le 23 mai, nous co-organisons avec le CM98 la cérémonie hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Voilà, à Saint-Denis, autour de la stèle, voilà, qui est représentée ici. Sur cette stèle figurent 213 médaillons qui symboliquement représentent les 2 siècles d'esclavage. Et sur chaque médaillon, vous avez le numéro d'immatriculation, le surnom et nom de famille qui a été donné à l'esclave. Culturel, nous faisons plusieurs actions culturelles. Il y a 2 ans, nous avons fait une table ronde sur le bibidome, qui après a été, après l'Assemblée nationale nous a demandé de refaire ce colloque. Voilà, on l'a fait à l'Assemblée nationale avec le député Olivier Servat. Nous avons projeté aussi des films, notamment La couleur de l'esclavage de Patrick Beaucelin, Guadeloupe, terre de Rome, terre des hommes de Blaise Menjanwa. Voilà, donc nous essayons aussi de faire connaître notre culture à nos compatriotes qui vivent ici. Martine Delumeux, vous avez donc produit un film justement à l'occasion de cette grande réunion sur la vie chère. Parlez-nous de ce film justement. Alors en fait, c'est un film qui raconte beaucoup de choses, mais en fait il est parti de moi qui me suis plongée dans les images filmées par les Guadeloupéens pendant les 44 jours de grève. En effet, c'était sur la vie chère, mais c'était pas que sur la vie chère, c'était une refonte et un désir de changer cette société, de la remettre à l'endroit. Une société qui marche pas, qui boite, et pour lequel les Guadeloupéens et Martiniquais et Guyanais aussi se sont mobilisés pour que les choses soient plus justes à leur égard. Et donc c'est en regardant ces images, moi qui suis née en France, qui ne parle pas le créole, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance. Et donc c'est aussi cette histoire-là que je raconte avec où je suis allée voir des gens de ma famille, des cousins et cousines. Et évidemment, on parle de cette grève de 2009, de ce qu'elle a provoqué. Mais c'est vraiment un désir de refonder une société qui ne va pas et de re-questionner le rapport à la métropole, en fait. Et comment fait-on justement, pour ceux qui sont absents aujourd'hui, à Saint-Denis, comment peut-on faire pour voir justement ce film? Eh bien, il faut s'adresser à la maison de production qui s'appelle Petit à Petit Production, avec un S à la fin de production, et leur demander un lien ou un DVD. Oui, alors une autre question, comment vous vous êtes organisé pour récupérer les images, pour avoir toutes ces images justement? Alors, la plupart des images, c'était des images sur YouTube ou Dailymotion. Et puis, il y a eu une rencontre déterminante qui a été avec Philippe Mugerin et Brother Jimmy, qui eux ont filmé tous les 44 jours de grève. Et donc ils m'ont donné leur rush, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient tourné sans que ça soit monté. Et avec toute cette matière-là, j'ai pu monter le film, quoi. Donc Dailymotion, YouTube, Philippe Mugerin et Brother Jimmy, et aussi Canal 10, qui avait filmé les négociations et qui nous ont apporté les images pour avoir des extraits des négociations. Et pendant que je vous tiens, justement, vous êtes originaire de quel département? Est-ce que vous avez d'autres réalisations à votre actif? Oui, alors moi je suis originaire du Val d'Oise. Je suis née à Sarcelles et j'ai vécu à Garges. Et
Et mes autres réalisations, c'est plus largement sur la population noire, donc notamment un réalisateur noir américain qui s'appelle Melvin Van Peebles, et un de ses films qui a un peu révolutionné le cinéma américain, la manière en tout cas de le faire. Et puis dernièrement, il y a aussi ce film en archive sur le bal nègre dans les années 30 et qui raconte la communauté antillaise à Paris dans les années 20, 30, voilà, au moment où la béguine connaît un engouement incroyable, mais où en même temps, dans la société française, il y a une condescendance, voire un racisme vis-à-vis de la population noire. La table ronde est terminée. Nous sommes avec Maggie Nestoré. Maggie, nous avons vu la diffusion d'une vidéo où tu as réuni plusieurs sportifs à propos de cette vie chère aux Antilles. Dites-nous quelques mots à ce propos. En fait, c'était une initiative que j'ai prise en novembre parce que je trouvais qu'il fallait que le monde du sport puisse se mobiliser pour dire qu'on n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans les Outre-mer et que c'est pas parce qu'on vit ici qu'on est déconnecté et qu'on est hors sol. Et je trouvais que c'était important. Et quand j'en ai parlé, d'abord, les premiers à qui j'en ai parlé, c'est Lilian Thuram, Marie-Josée Pérec et Sandrine Gruda. Ils m'ont tout de suite dit oui, c'est une très bonne idée. Et puis on est parti, on a fait ça. Alors ça a été fait rapidement parce que je voulais absolument que ça sorte le 1er décembre en écho au combat de Rosa Parks. Et ça a été fait très très rapidement. Mais il y a beaucoup de sportifs qui se sont mobilisés. Il y en a qui n'ont pas pu être présents dans la vidéo, mais qui avaient déjà pris la parole. Je pense à Wendy Renard, je pense à Teddy Riner, qui s'étaient déjà exprimés dans les médias. Et même s'ils ne sont pas tous dans la vidéo, je sais qu'ils sont tous sensibilisés par cette question-là. Maggie, tu as osé le dire, nos sportifs de l'Outre-mer ont des difficultés, comme pour la vie chère aussi, ont des difficultés en France pour réussir, pour s'installer en quelque sorte. Oui, en fait, on se rend compte qu'on est partout, c'est partout le combat en fait. Quand on est dans les Outre-mer, c'est compliqué parce que la vie est chère et donc on ne peut pas demander à des parents de faire des choix, de dire j'achète plutôt un pack de lait plutôt que d'acheter un paquet de couches, j'achète plutôt un paquet de couches plutôt que de payer une licence d'escrime ou d'athlétisme. Et ici aussi, on se rend compte que c'est compliqué parce que on a beaucoup d'athlètes qui viennent, de sportifs qui viennent des Outre-mer, qui viennent dans l'Hexagone. Et puis c'est compliqué de trouver un appartement parce qu'on n'a pas la bonne couleur. C'est compliqué après, une fois qu'on a notre appartement, c'est compliqué aussi quand on veut rentrer chez soi parce que les prix des billets d'avion sont tellement chers que comme il n'y a pas de continuité territoriale, on est obligé des fois de renoncer à aller dans sa famille. Quand on est à Lille, on peut prendre un billet de train, un Ouigo et c'est rapide. Et quand on veut rentrer chez soi, c'est compliqué. Donc en fait, on se rend compte que c'est tout le temps un combat. On est pas mal de sportifs sur les terrains. On se rend compte que dans la gouvernance du sport, il y a pas beaucoup de personnes issues de la diversité. Moi, je le vois au quotidien. Voilà, les fédérations sportives, tout ce qui est dirigeants sportifs. Autant il y a beaucoup d'Antillais, de diversité sur les terrains, mais quand on est dans les instances dirigeantes, c'est compliqué. Donc en fait, c'est tout le temps un combat. On rajoute à ça le problème du chlordécone. On a l'impression qu'en fait, on passe notre vie à se battre. Qu'on soit ici ou qu'on soit dans les Outre-mer. Tia est avec nous maintenant, puis Tia Ludowski, c'est la femme qui a fait parler beaucoup la France en 2018. C'est la star en quelque sorte, c'est elle qui a décoché l'histoire des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord du film que tu as visionné pour la vie chère aux Antilles d'abord, en Guadeloupe? Le film était très intéressant à regarder parce que ça nous rappelle quand même qu'on a du chemin et que d'autres se sont battus quand même avant nous pour faire avancer les choses. Donc je trouve que c'est un beau travail de transmission quand les réalisateurs, les réalisatrices produisent des documentaires. Et surtout, ça permet de se rendre compte malheureusement que les discours ne changent pas parce que les choses ne changent pas. Et donc on a tendance à entendre aujourd'hui les mêmes discours sur les dysfonctionnements structurels, sur le fait que les produits ne sont toujours pas alignés en termes de prix sur l'Hexagone depuis les Outre-mer. Et donc c'est compliqué parce qu'on se dit comment des gens se sont battus il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, n'ont pas obtenu justice et qu'aujourd'hui les plus jeunes reprennent le flambeau pour réclamer encore les mêmes choses et c'est absolument pas normal, ce qui prouve qu'en fait c'est pas tellement la forme de mobilisation le problème, ce sont pas les revendications le problème, ce sont les personnes qui prennent les mauvaises décisions à la tête des gouvernements. Donc ça veut dire que de gouvernement successif en gouvernement successif,
les mauvaises décisions ont été prises, ou alors en tout cas pas dans l'intérêt de la population, plutôt dans l'intérêt des gros industriels et des grosses sociétés d'agroalimentaire. Oui, si après cette histoire de Gilets jaunes, après avoir beaucoup manifesté, comment vivez-vous aujourd'hui? Vous êtes menacé, vous avez peur, comment ça se passe pour vous? Alors aujourd'hui, je me sens pas menacée. J'ai été beaucoup surveillée et suivie par les renseignements, mais je me sens pas menacée. Et aujourd'hui, je travaille avec des associations. J'ai moi-même monté mon association, le CLSE, Collectif des luttes sociales et environnementales, dédié exclusivement aux Outre-mer et à leur lutte. Et je travaille avec d'autres associations sur d'autres sujets, notamment les violences environnementales, parce que j'ai eu l'occasion de coécrire un livre sur le sujet, où on a parlé du chlordécone, de la montagne d'or en Guyane et de la leucose bovine à La Réunion, pour démontrer que les violences environnementales, elles ont lieu un peu partout, mais que le problème de la non-reconnaissance de ces crimes qui sont causés par les grands industriels, ne trouve pas de solution, ne trouve pas réparation et justice. Et donc je travaille sur ces sujets-là avec des militants et des militantes. Est-ce que vous avez toujours été une rebelle, même toute petite? Alors, une rebelle, j'ai envie de dire oui, mais j'étais pas militante avant 2018. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette volonté de toujours questionner les choses. Parce qu'avant la pétition qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, j'avais fait d'autres pétitions avant, mais qui n'ont pas eu d'écho en fait, sur différents sujets, l'éducation, l'entrepreneuriat, la commémoration de l'esclavage. Donc en fait, des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais toujours questionner les injustices et le manque de cohérence dans les décisions gouvernementales. Luc Saint-Éloi, comédien, réalisateur, est avec nous. Luc, tout d'abord, comment as-tu vécu justement ce film? Comment l'as-tu analysé? Écoute, c'est la deuxième fois que je vois ce film de Martine Delumeau. 44 jours est un film important à mes yeux, parce que c'est un film qui revient sur les événements, les 44 jours de grève d'immobilisation du pays Guadeloupe, mais surtout de la naissance d'un concept totalement historique et révolutionnaire qui est le concept du lionnage contre faux profitation. Et rien que de revoir ce film, on peut à nouveau réaliser à quel point les organisateurs avaient pu s'entendre pour pouvoir accoucher de ce concept pour la première fois, où tous les sachants pouvaient s'interroger sur les différents secteurs d'activité, mais les différents problèmes, et trouver et proposer des solutions. Et je pense que ce film est en train de nous dire à quel point on n'a pas fini d'en parler, parce qu'on n'a pas encore tiré suffisamment leçon de ces 44 jours de grève, en sachant que j'étais un des initiateurs de la continuité LKP en France, où nous avons pu organiser une grande marche de soutien. Et c'est grâce à cette marche qu'ils ont renoué le dialogue, parce que la situation commençait vraiment à se dégrader. Donc, à un moment donné, on est obligé de se dire, mais heureusement qu'il y a ce trait d'union entre les Outre-mer de la diaspora et les Outre-mer sur place, pour dire qu'à aucun moment il faut se sentir isolé. Il faut qu'à chaque fois qu'on se sent menacé, on puisse trouver des chemins de solidarité pour pouvoir gagner les combats. Jamais on peut gagner des combats isolés. C'est en se soudant qu'on peut faire comprendre à un système qui fait semblant de ne pas entendre que ça va mal, pour qu'on puisse commencer à exiger un peu plus d'égalité, un peu plus de respect, et qu'on puisse enfin gagner les combats que nous menons. Luc, c'est presque une exclusivité sur les réseaux de l'Outre-mer, parce que tu seras diffusé un peu partout. Tu as même porté des gilets pare-balles pendant le conflit LKP et contre l'État. Explique-nous, c'est une info que nous n'avions pas, non? Oui, mais je ne peux pas tout dire. Des années après, je peux aujourd'hui dire à quel point j'ai été menacé. C'est vrai que j'ai eu des pressions, j'ai eu des appels chez moi, des harcèlements de nuit. On me promettait de me faire la peau, des menaces physiques. J'ai eu aussi des bousculades, et jusqu'au jour de la manifestation, oui, mon épouse a estimé légitime d'acheter et d'investir un gilet pare-balles. Donc je portais un gilet pare-balles tellement il y a eu... Mais à un moment donné, des années après, je peux le dire, mais quand on est dans le feu de l'action, on fait tout pour vous intimider. Alors je ne vais pas nommer qui, mais souvent aussi, il y a quelques compatriotes aussi qui jouent le jeu, et il y a quelques traites parmi nous aussi. Vous êtes même fâché avec certains personnages de la communauté bien connue? Non, je ne suis pas fâché avec des gens, mais il y a des gens qui ne comptent plus à mes yeux. Oui. Voilà. Luc, dernière question. 15 ans entre LKP et le RPOAC, les choses ne se sont pas arrangées. On se moque un peu des Antillais ou pas?
Non, les choses n'ont pas suffisamment bougé, mais pour que les choses bougent vraiment, très honnêtement, il me semble qu'il faut revenir à la loi Taubira. Il faut revenir à ce qui nous a rendus français. Il faut revenir à la loi de l'abolition de l'esclavage de 1848 et qu'on puisse s'interroger sur le système qui nous a rendus français. C'est un système totalement inégalitaire. À partir du moment où on a pris conscience que il y a eu la loi d'abolition et que cette loi a indemnisé les maîtres sans revenir sur la répartition des terres, tout ce système qui a fait de nous des Français uniquement parce que nous étions considérés comme des êtres à part demeure encore. Donc il faut revenir sur la clause de la loi Taubira qui est la clause manquante, c'est les réparations. News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.